Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode du projet 2 du parcours développeur web d'Open Classroom, transformer une maquette avec HTML et CSS. Donc cette vidéo concerne le cours Apprenez à créer un site web avec HTML5 et CSS3. Ce cours est composé de 5 parties et dans la troisième partie, on a un travaux pratique, créer un site pas à pas que je vais développer avec vous. Donc, dans un premier temps, je vais expliquer le projet. Dans un deuxième temps, je vais installer le projet sur ma machine. Dans un troisième temps, je vais faire la maquette, qui est déjà faite en fait, mais je vais l'améliorer. Parce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que dans les ressources, on apprend à créer des maquettes, mais elles ne sont pas vraiment explicitement bien faites jusqu'au bout. Donc, je l'améliore. Dans un quatrième temps, je vais installer la spécification technique, donc tout ce qu'il y a écrit sur cette page, dans mon projet. Et dans un cinquième et dernier temps, je vais coder le projet avec vous. Alors, j'explique donc le projet, donc maquettage du design. Donc, il vous dit qu'on débute à coder, on ne sait pas par quelle ligne de code on doit commencer. Donc, il vous prévient qu'il est souvent important de commencer avec un papier et un crayon et pas avec le clavier de son ordinateur pour savoir de quoi va parler le site, le thème qu'on veut et les objectifs qu'on veut atteindre. Donc, il se met dans votre peau en vous disant qu'en général, on cherche juste à apprendre au début. Donc, il vous donne un conseil de créer un portfolio avec qui hébergera votre CV en ligne, mais que dans ce TP, on va pas faire ça, mais on va faire un TP qui est la réalisation d'un site pour notre ami Zozor qui vagabonde sur la planète Terre et qui va à San Francisco et qui veut créer un blog pour permettre à ses connaissances de suivre son périple à travers le monde. Donc, il précise bien que la première étape dans un site Internet, c'est la création des maquettes. Donc, il y a deux options, soit on la crée soi-même, soit on va chercher une maquette sur Internet, soit on fait appel à quelqu'un. Lui, il a fait appel à quelqu'un qui s'appelle Fong Jiyong et qui a créé donc cette maquette pour lui. Il en est très satisfait. Donc, si on veut voir les points particuliers de cette maquette, on voit que la couleur du header et du footer est différente de la couleur de fond du contenu principal. On voit qu'il y a ce trait qui continue sur les bords, mais qu'il y a une espèce de padding, de marge intérieure au contenu. Donc, c'est un peu compliqué à faire ça. Et il y a cette ombre avec cet objet-là qui est là pour les points particuliers de cette maquette. Mais après, il propose des ressources à télécharger et il nous souhaite bon boulot. Donc, il nous donne des conseils aussi pour l'organisation du HTML en utilisant des balises sémantiques. Donc, il donne la maquette découpée que lui, il a fait. Donc, une maquette découpée, c'est la maquette sans indication aucune, à laquelle on rajoute des indications concernant le HTML et le CSS. Lui ne fait que des indications concernant le HTML. Donc, c'est englober des parties de la maquette pour définir des blocs principaux et des éléments de ces blocs principaux. Donc, il a défini le header. Là, il a mis un div, mais ce serait plutôt une navigation. Là, c'est un contenu principal, il a mis une section, donc on mettrait plutôt un main et un footer. Et dans chacun des blocs principaux, donc header, nav, main et footer, il a mis des éléments. Donc là, ce serait plus une balise menu. Bon, il y a quelques retouches à faire, donc du coup, je la referai, cette maquette. Après, il donne la version de son HTML. Donc, ce serait possible de copier-coller le code HTML. Il donne aussi le code CSS et de tout coller dans son environnement, dans son espace de travail. Mais si on fait ça, il n'y a plus de travail. Donc, l'objectif, c'est bien de tout réaliser soi-même. Et en plus, il utilise des manières de coder que moi, je n'apprécie vraiment pas. Il met un wrapper et moi, je déteste faire ça. Et du coup, en fait, ça fait qu'il n'arrive même pas à arriver au résultat final de la maquette où il y a ces petites particularités où il n'arrive pas à les faire justement à cause de ce wrapper-là. Il utilise beaucoup d'identifiants que moi, j'utilise pas et il utilise des balises div que moi, je n'utilise jamais et d'autres balises que je ne suis pas trop d'accord avec. Donc, du coup, je refais tout devant vous. Et là, c'est le résultat final après la création du HTML, mais du coup sans le CSS. Donc l'étape d'après, c'est de créer le CSS. Donc il vous donne des étapes à suivre euh, pour mener à bien le travail. Donc la première chose à faire, c'est de définir les polices personnalisées. Donc en fait, la charte graphique, police, dimension et couleur. Après, définir les styles principaux. Donc certaines parties auront une couleur, il y aura un fond, une image de fond ou une certaine police de caractère. Donc, définir des classes ou des cibles qui auront certains aspects graphiques.
Et ensuite, styliser le document avec CSS en commençant par le haut et en finissant par le bas. Donc, il précise bien les polices de caractères avec leur nom. Donc, il dit qu'il y a une police courante qui est pour le corps du contenu et 2 polices exotiques qui sont pour les titres. Donc, si on remonte dans la maquette, les titres, il y a un titre H1 ici et d'autres tailles de titres. Donc, les menus aussi ont les titres exotiques. Et sinon, le corps du contenu, ici à la police de caractère normale, courante, comme ils disent. Donc, ils proposent 2 sites pour aller chercher des polices de caractère, même si on n'en a pas besoin parce qu'ils les a déjà fournis en fait dans les ressources, Dafont et Fontsquerel. Moi, mon préféré, c'est Fontsquerel, mais Dafont a aussi un champ extrêmement large et plus gratuit que Fontsquerel. Donc, on va prendre ce code pour le mettre dans notre espace de travail parce que tout est déjà fait en fonction des ressources qu'il donne, les chemins, les noms. Donc, vaut mieux les utiliser d'emblée plutôt que de se fatiguer à faire ça. Ça peut être assez fastidieux. Donc là, on voit qu'il manque une police de caractère. Il manque trébuchet MS qu'on devra donc chercher sur Fontsquerel ou Dafont. Les styles principaux, donc il a bien fait les polices de caractère, les styles principaux, et après il code le CSS. Donc les styles principaux, ça aussi je ne vais pas le récupérer parce qu'il utilise son wrapper et il utilise cette taille-là qui lui empêche de faire certaines parties du site. Et il met un H1 par exemple dans le footer, dans des sections, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc je referai tout ça moi-même. Donc on voit qu'il définit des propriétés qui sont de base, donc un fond pour le body et des couleurs aussi. Et voilà le résultat après les 2 premières étapes de la définition des polices de caractère et des définitions de styles principaux. Donc après, il code la page en partant du haut vers le bas, de l'entête vers le footer. Et une dernière étape où il passe le code au validateur HTML et CSS. Et il nous donne un point final sur sa réalisation avec la possibilité de télécharger sa solution. Très bien. Maintenant que j'ai présenté le projet, je vais l'installer sur mon ordinateur. Donc, je dois télécharger les ressources et ouvrir mon espace de travail. Donc, j'ouvre le dossier. Je vais dans mon espace de travail. Je crée le dossier en question, donc TP. Je le nomme à bon escient. Et j'ouvre directement VS Code à l'intérieur de ce dossier avec la commande code point qui veut dire l'endroit où je suis, et code qui ouvre VS Code. Donc j'organise bien mes fenêtres pour pas que ça me gêne au cours de mon développement. J'agence bien les fenêtres pour que tout me soit utile. Et la première chose à faire, c'est de créer l'architecture. Donc on a un fichier HTML, un fichier CSS et des ressources, des E7. Donc avec des raccourcis clavier, je crée mon fichier HTML. Et avec des abréviations emmet, je crée le squelette de mon document HTML. Donc c'est TP pour HTML CSS. Donc c'est dans la partie 3. Et j'utilise des custom snippets que j'ai créés donc moi-même pour m'organiser très rapidement. Donc ça crée tout ça plutôt que j'ai à le taper à chaque fois que je démarre un nouveau projet. C'est bien d'avoir des custom snippets qui permettent d'automatiser des choses que l'on fait tout le temps en fait. Parce que ça peut être pénible de faire ça. Comme ça, vous avez déjà remarqué que c'est pénible de créer un document HTML. C'est plus facile de faire point d'exclamation et d'étendre l'expression. Donc, je vais créer le fichier. Donc, je vais créer le fichier de style. Donc, il serait dans E7. Et dans la mission, ils vous disent de créer un dossier CSS dans lequel vous mettrez le fichier de style. Donc, je vais suivre ce que fait la mission. Et là aussi, j'utilise des custom snippets pour me permettre de créer des commentaires de base qui vont me permettre de mieux m'organiser dès le début. Donc, je scinde bien mes fenêtres pour que ce soit agréable à développer, que je n'ai pas à passer de fenêtre en fenêtre, mais juste à naviguer avec la souris ou même avec le clavier. On peut naviguer d'interface en interface avec CTRL-1 ou CTRL-2. Vous voyez ici, ça s'éclaire. Et si je fais CTRL-1, c'est ici qui s'éclaire et je suis là. CTRL-2, je suis là. CTRL-3 si on a une troisième fenêtre, par exemple ici. CTRL-1, CTRL-2, CTRL-3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc maintenant que j'ai créé mon fichier CSS, je vais le connecter avec mon document HTML. Donc il est dans E7.
CSS et il s'appelle style.css. Donc pour m'assurer que le document est bien connecté, je fais juste une petite règle de base, background red. Comme ça, quand j'ouvrirai la page, je verrai que mon document CSS est bien connecté. Et maintenant, je dois télécharger les ressources. Donc je les ai déjà téléchargées et je vais les mettre au bon endroit. Donc dans E7, il y aura les polices et les images. Très bien. Et je peux lancer Live Server pour voir le document HTML, enfin le résultat. OK, donc c'est bien connecté. Donc j'aimerais bien aussi avoir la maquette. Donc elle n'est pas proposée dans les ressources. Il y a une maquette non découpée et une maquette découpée. Donc je vais les ouvrir et les télécharger pour les mettre dans mon projet. Donc il y a ces deux maquettes. Enregistrer l'image sous. Mockup en anglais. Et je le renomme en maquette tout court. Voilà. Et j'aurai la même chose pour maquette découpée. Donc je rajoute juste découpé. J'évite de mettre des accents dans mes noms de documents. Ça ne pose pas de problème en général, mais ça pourrait poser problème au cas où il vaut mieux prendre des bonnes habitudes. Donc voilà, je crois que j'ai installé mon projet. Maintenant, je vais faire la maquette. Donc je vais sur Figma pour faire ça. Figma, c'est un outil de PAO en ligne créé par Google qui a été revendu récemment à Adobe en septembre 2022. Donc je ne sais pas si ça va rester gratuit très longtemps. Mais pour l'instant, c'est un outil indispensable en tant que web développeur. Donc, comment ça s'utilise cet outil? On crée des frames avec donc ça. Si on met la souris dessus, il dit que ce sont des frames. Là, ce sont des formes géométriques, donc Shape Tools, Pen, Text et tout ça. Donc, la première étape, c'est de créer les supports sur lesquels on va travailler. Donc, on n'a pas encore vu dans le cours de la partie 3 le responsive. Donc, on va juste le faire sur le desktop, ce TP, donc desktop ici. Et on peut zoomer avec la molette avec CTRL enfoncé ou scroller avec Shift enfoncé. On intègre une image dans notre desktop, dans notre frame, en faisant donc sur Fill, qui veut dire Background, donc remplir. Et on choisit en haut à gauche Image ici. Et on va pouvoir choisir son image. Donc je vais directement aller chercher la maquette découpée. On voit qu'elle est erronée. Donc, il y a une autre option qui permet de faire contenir l'image complètement dans le cadre dans lequel il est. Alors, il y a plusieurs étapes pour mener à bien une maquette. Donc, la première étape, c'est de définir la charte graphique. Et on la définit soit en haut, soit en bas du document. La deuxième étape, c'est de définir les blocs principaux et leur mise en page. Donc, le header, le nav, le main, le footer et définir s'ils vont utiliser du flex, du position absolue relative, du padding, du margin, quel type de bordure radius, ce genre de petits détails. Troisième étape, c'est de définir les éléments de chacun de ces blocs avec leur mise en page. Donc les éléments du header, on a les titres ici, on a le menu. Ici, pour le main, on a un contenu principal, on a un espèce de petit article, on a un autre petit article sur le côté. Donc, on les met à gauche ou à droite. Et de l'autre côté, on met les particularités de la spécification technique. Donc, si jamais il y a des effets sur le survol des éléments, ou si une animation avec un loader spinner sur la page, ou s'il y a une interaction JavaScript ou des choses comme ça, on les met sur l'autre côté de la page. Donc, il y a des raccourcis clavier à absolument connaître quand on commence à faire des maquettes avec Figma. Donc, c'est CTRL-G pour créer un groupe, CTRL-R pour renommer quelque chose, une frame ou un groupe. Donc, si on va sur les différents éléments, on voit qu'il y a les raccourcis qui sont spécifiés. On a R pour créer des rectangles, CTRL-SHIFT pour créer des flèches et O pour créer des ellipses. On crée du texte avec la touche T. Et grosso modo, c'est tout ce qu'on a à connaître pour ça. Donc, je vais englober mon support avec d'un groupe qui va s'appeler donc toujours desktop. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais définir des rectangles sur les bords pour définir donc les chartes graphiques et spécifications techniques. Donc, il y a un problème dans VS Code, c'est qu'il met toujours, quand on fait un rectangle, il le met toujours à l'extérieur. C'est super pénible. Donc, lui aussi, je le mets dans un groupe et je l'appelle charte graphique. Je crée un autre groupe sur les côtés.
Donc, je répète, touche R pour créer un rectangle. Donc lui, ça va être bloc et élément et mise en page. Très bien. Et un dernier petit rectangle sur l'autre côté pour définir les éléments éventuels de la spécification technique. Donc ici, on n'en a pas, mais je la crée quand même par bonne habitude. Donc, je replace mon rectangle, je le mets dans un groupe, je le redonne et je dis spécification technique. Très bien, donc je commence par la charte graphique. Donc la charte graphique, c'est quoi? C'est des couleurs, c'est des polices de caractères et des dimensions. Donc on commence par les couleurs. Touche T pour créer du texte. Je me mets bien à l'endroit où je veux à gauche et je clique pour créer le bloc et je mets le titre en majuscule, c'est toujours mieux, couleur. Donc on voit quasiment rien. Je le mets à 20, c'est un peu mieux. Donc après, quand j'ai fini le texte, j'appuie sur Échappe pour sortir du mode écriture. Je fais copier-coller pour aller un peu plus vite. Et je vais faire mon deuxième bloc qui va être, donc j'appuie sur T maintenant, qui me permet de re-rentrer en écriture. Donc après, on a les polices de caractère, Échappe, CTRL-C, CTRL-V, Shift et touche directionnelle, T, et là, je mets les dimensions. Échappe. Donc, je reviens sur chacun des groupes. CTRL-G, CTRL-R. Et là, c'est toujours couleur. Je fais la même chose pour police et dimension. Tac. Donc, je commence par couleur. Je vais à l'intérieur et je vais définir les couleurs. Donc, j'inspecte déjà. Donc, on voit qu'on a du noir. On a une espèce de rouge bordeaux ici, qui est à peu près la même couleur ici. Donc là, il y aura un dégradé vers le blanc de notre rouge bordeaux. On aura cette couleur aussi. On aura aussi ce fond noir transparent ici. Et donc là, c'est toujours du rouge bordeaux à peu près. Donc on a une couleur le noir, deux couleurs le rouge bordeaux, trois couleurs ce fond-là. Et il me semble que c'est tout. Donc j'ai un outil sur Chrome qui me permet de voler des couleurs à la volée. Donc on voit qu'ici, il me l'a copié. Et je peux aller le coller. Donc, du coup, maintenant, donc la première couleur, ça va être du noir. Donc, je mets Primary. Je mets pas. Donc, je mets Primary Text. Ça va être. Donc, les couleurs, c'est 00 en RGB. Après, j'aurai Secondary Text qui sera donc notre rouge bordeaux. Je le colle. Enfin, on aura un espèce de blanc qui n'est pas tout blanc, qui est un peu gris. Mais comme la qualité de l'image n'est pas tip-top, je ne peux pas le choper en fait. Je peux essayer de le choper en zoomant à fond. Donc j'estime, voilà, lui, je pense que c'est le plus clair que je peux avoir. Je pense qu'il correspond bien. Donc Ternary Text sera comme ça. Très bien. On a aussi un fond, donc BG. Donc on ne va pas récupérer ces couleurs parce que je pense qu'elles sont fournies dans les ressources. Ouais, on a un jaune ici. Et on n'en a pas d'autres. Il me semble que celui-là est un peu plus foncé comme jaune que celui-là. Donc peut-être je vais prendre cette couleur aussi. Ok. Je peux le mettre main BG. Je vais à la ligne. Après, on a celui-là aussi. Donc aside BG. Ouais, je pense que c'est tout pour les couleurs. Donc je peux passer aux polices de caractère. Alors je clique ici, je mets mon T. Donc ils m'ont dit qu'il y a 3 polices de caractère. Je définis ici. Ok, on a celle-là. Très bien. Je vais bien mes éléments. Et pour les dimensions, donc pour calculer les dimensions, je prends juste le rectangle qui est à disposition sur Figma. Et grâce à ce rectangle, j'essaye de calculer
les dimensions des différents caractères qu'il y a sur la page. Donc là, on voit qu'il y en a 5 px en largeur et 10 px en hauteur. Donc celui-là, il fait 10 px. Ici, il fait 9 px. OK. Donc le contenu. Donc c'est un peu beaucoup quand même, 9 px. Ça m'étonne que... C'est dingue ça. Donc ça m'a l'air quand même un peu plus gros. Je vais prendre 8 px parce que ça dépasse un peu peut-être que j'ai pris l'ombre. Donc je vais peut-être mettre à 8 px parce que ouais, moi ça m'a l'air bien plus petit ici que là. Pourtant j'ai pris mon carré pour calculer. Je vais vérifier la taille de ces caractères aussi. Et donc le challenge dans la maquette pour définir les dimensions, c'est de définir la taille de 1 EM. Donc 1 EM, c'est la référence de la taille par défaut du document. En général, les pages web ont un EM à 16 px. Donc si on a un 1 EM comme par exemple chez nous, à 8 px, on va doubler tous les éléments pour qu'ils fassent cette dimension. Donc on a notre 1 EM qui est égal à 8 px. Donc c'est le contenu principal, hein, je vous rappelle. C'est ce petit carré que j'ai défini ici. Et du coup, donc j'ai dit qu'on a du 10 px ici pour le titre H2. Donc je vérifie la taille du majuscule ici. Il est à 15 px. On avait vu qu'il y en avait un autre qui était à 15 px. 16 px, 15 px. Donc on va dire qu'il sera à la même taille que les autres. Donc on voit qu'il est un peu plus petit, ce caractère majuscule, que les autres. Donc c'est cohérent. Et du coup, ici, on a 10 px pour les caractères minimum. Donc déjà, je le mets. Donc je clique ici, T. On a 10 px. Donc titre H2 10 px. Donc je dois dire aussi titre H1 du coup. Lui, on a dit qu'il était à 16 px par défaut. Donc ça fera du 32 px. Donc on a les autres titres qui, eux, donc du coup, lui le majuscule, il est à 15 px et lui le majuscule, il est à 16 px, tous les autres. Donc si lui, il fait 10 px, lui en minuscule, il devrait faire 11 px, on va dire. Donc autre titre à 11 px. Et on a notre titre en bas qui est plus petit aussi. Lui, il fait donc 13 px. C'est plus petit que ce titre-là à 15 px, qui nous donne une taille minuscule de 10 px. Donc, on va dire que les titres du footer seront à 9 px. Donc, voilà. Après, autre chose pour les dimensions, c'est les épaisseurs de caractères. Donc, on ne remarque pas vraiment des épaisseurs distinctes. Peut-être pour les titres ici, mais il me semble que c'est la police de caractère qui est comme ça. Donc, il y a peut-être le titre H1 qui est vraiment très épais. Même pas, je suis pas sûr, il a l'air fin quand même. Donc, je pense que les bolds, les épaisseurs des caractères, sont compris entre 400 et 700 maximum. Donc, je peux le mettre ici aussi. Bolds 400, 700 max.
Voilà pour la charte graphique. Donc c'est bon pour la charte graphique. Maintenant déjà je vais effacer tous les rectangles que j'ai fait pour les dimensions. Tac. Et ensuite je m'attaque à la deuxième partie, les blocs principaux et leur mise en page. Donc le header, moi ça me va. Ici ce sera un H-group et là ce sera un menu. Donc je vais dans bloc et éléments et je crée 4 blocs. Donc header, je copie-colle. Ici ce sera main. Ici ce sera nav. Je copie-colle. Ici ce sera main. Et en bas ce sera footer. Donc chacun des blocs, je les mets dans un groupe qui porte le même nom. Header, nav, main et footer. Oui, j'ai oublié, il faut que je définisse aussi un bloc pour le body. Donc je le mets dans un groupe que j'appelle aussi body. Donc je peux préciser dans mon body que je veux faire cette espèce de marge qu'on a là, sur la marge intérieure. Donc pour faire ça, je vais dire que tous les enfants en fait ont une marge intérieure qui va permettre d'avoir cette marge, tout simplement. Donc, tous les enfants en padding que je vais définir aléatoirement à 50 px et en padding latéraux. Très bien, je peux partir maintenant sur mon header. Donc le header, on peut voir qu'il y a de l'espacement ici et là. Donc il y aura un padding bottom et les éléments seront dispositionnés en flex avec du space between parce qu'ils sont sur les extrémités. Pour le navigation, donc on aura en CSS un fond qui sera défini. On ne va pas mettre d'image HTML, on va mettre ça en CSS. Donc il aura une hauteur définie. Ce n'est pas son contenu qui va faire ces dimensions, mais on va les définir spécifiquement. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour le nav, je pense. Taille verticale, environ 300 px. C'est peut-être beaucoup, mais je ne peux faire que juger actuellement. Je pense que c'est tout pour le bloc en lui-même. Après, on verra les éléments. Donc, je passe au main maintenant. Le main, lui aussi, il aura du padding vertical. On voit qu'il y a de l'espacement ici et là. Donc non, en fait, il n'aura pas de padding. Ce sera plus le bloc article qui aura un padding vertical. Parce qu'on voit que le bloc aside, là, lui, il colle tout en haut du bloc. Donc, on ne peut pas mettre de padding. Si on mettait un padding, du coup, on verrait un espacement ici aussi. Il sera le bloc article qui aura du padding vertical et un petit peu aussi. Et non, pas de padding horizontal pour l'article. Mais on verra ça plus tard. Donc, il sera dispositionné en flex. Donc, on peut faire, il y a plusieurs solutions. Ici, une espèce de petite flèche. Okay. Donc, il y a plusieurs solutions. On peut soit définir leur dimension horizontale avec du width et du pourcentage. Dans tous les cas, on devra le faire. Et on peut utiliser flex pour s'assurer qu'ils prennent l'entièreté de la largeur de l'espace disponible. Et si jamais on doit faire une petite gouttière ici, c'est bien d'utiliser flex. Donc, on va les définir en flex avec un gap éventuel, c'est pas encore sûr. Donc les autres valeurs, ce sera précisé pour les éléments. Pour le footer, on voit qu'il a du padding en haut et en bas, mais je crois qu'il n'a pas de padding sur les côtés, parce que j'ai l'impression que le texte commence exactement sur la même ligne. Et là, il est plus court. Donc on voit qu'il y a un petit interstice aussi entre les blocs. Donc ça va être pour moi des UL, mais sinon la mise en page, donc du coup, il n'aura pas de mise en page à part du padding. Et ce seront ces enfants qui auront une mise en page en flex. Donc padding
vertical. Très bien. Donc, dans Header, je peux mettre les enfants maintenant. Donc, dans Header, je peux mettre les enfants maintenant. Alors, on aura un H-group pour cet ensemble qui contiendra donc une image, un H1 et un H2. Le H-group sera en flex parce qu'on voudra que les deux éléments, le titre et l'image, soient sur les bords du H-group et que celui-là prenne l'entièreté de la taille du H-group. Et après, on pourra mettre du align self sur le H1 pour le faire s'aligner sur le bas et pas en haut par défaut. Avec du self align sur le H1. Très bien. Donc, je crée un deuxième bloc pour le menu. Donc, c'est une balise menu qui contient des LI, qui contiennent des balises A. Le menu sera en flex avec des gaps. Donc, on voit qu'il y a des gouttières entre le texte avec un justify contents à space evenly. Donc, on voit qu'il y a éventuellement du continu égal sur tous les interstices. Donc, c'est à ça que sert space evenly. Donc, j'ai oublié de dire que lui, il a un BG URL avec une image à l'intérieur. San Francisco. Donc, il aura aussi cette barre-là. Donc là, on va utiliser, ma foi, un div, parce que je sais pas, on pourrait utiliser un P, mais les P, leur problème, c'est qu'ils ont un margin par défaut. Et plutôt que de s'embêter à enlever le margin, autant utiliser un P qui n'a pas ça. Donc, on aura un P qui contient un span pour le texte à gauche et un bouton pour le bouton à droite. Le bouton, lui, il contient un icône, une balise U. Lui, il contient une image pour faire cette petite flèche-là. Et donc, plus un span pour faire le texte. Donc, si on fait dans l'ordre, c'est le span avant l'image. Donc, le div, il sera en flex aussi, décidément. Il y aura du justify contents à space between. On voit que, ouais. Et il aura aussi un align item pour centrer les éléments sur l'axe vertical. Center. Très bien. Je peux passer au main. Et il aura aussi, par contre, un background RGBA noir. Et A08. Donc RGBA, c'est le alpha, l'opacité. Donc il n'aura pas 1, mais 0,8 d'opacité. Donc le main, il comprend donc un article qui a un H2, ma foi, un H3 plutôt. Parce que là, on a un H2, je vais mettre des H3 là. Le H3, il comprend une image plus du span pour le texte. Donc, je mets des parenthèses pour faire un frère au H2, au H3. Et après, il aura des paragraphes. Donc, il aura 3 paragraphes. Voilà. Celui-là, 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 a éventuellement une balise une balise d'encre à l'intérieur. Il aura aussi donc un E-side, le main, qui contient donc un H3 aussi, plus une image et plus 2 paragraphes aussi, plus un autre paragraphe qui lui contient plus un div, ma foi, pour ces icônes-là, qui lui sera en flex, qui contiendra des images. Donc lui, je peux le mettre en flex, comme ça. Et j'aurais besoin qu'il ait un gap, forcément, parce que je voudrais toujours qu'il y ait une petite séparation. Même si l'écran est trop petit, il devra toujours avoir cette séparation. Mais si je mets Space Evenly, il n'aura pas forcément cette séparation. Donc pour la mise en page, le article aura un padding vertical. On voit que ici le texte est centré avec l'image.
Donc, le H3, en fait, il sera en flex. Donc, je vais le mettre en flex avec un align item à center. Comme ça, on aura le texte centré avec l'image qui sera comme ça. Donc, on a notre padding vertical. Et bon, je pense que si le article est en flex, on pourra mettre des gaps ici aussi. C'est ce que je vais faire. Ouais, donc, le flex, je le mets toujours en premier. Flex avec gap. Colonne gap, donc row gap. Donc, c'est les gouttières horizontales. Et je pense que c'est bon pour l'article. Pour le asides, on voit qu'il y a un espacement ici. L'image, elle aura un margin auto pour se centrer. Donc, on ne va pas utiliser un text align center parce que je ne pense pas que le titre ici soit centré. Là, il a l'air centré, mais je pense qu'il est plus aligné à gauche qu'autre chose. Le texte aussi est aligné à gauche, donc on ne va pas utiliser le text align center. On va juste mettre une image en margin auto pour qu'il y ait la même marge à droite et à gauche. Donc, les balises H et P ont des margines par défaut. Donc, du coup, ces espacements qu'on voit, ils vont se faire en fait automatiquement. On n'aura pas besoin de le faire. On pourra juste peut-être ajouter un petit padding au asides, ici et là. Et il aura besoin d'un background. Donc, on a dit pour la couleur, c'est quoi? Asides BG. Et un padding léger vertical. Et un padding léger sur tous les côtés. Et un padding léger sur tous les côtés. Il y a un petit padding ici. Ok, ça. Donc, je fais bien la séparation entre les deux blocs. Et c'est bon, je passe au footer. Lui, il aura un UL qui comprendra des LI. C'est-à-dire qu'ils comprendront des H4 plus soit des paragraphes ou des images, ou alors un UL, parce que là, ça va être encore une autre liste, mais d'images, comprenant des LI, comprenant des images cette fois, ou il aura un UL comprenant des LI sans rien comprendre d'autre. Donc lui, il en aura 8 et lui, il en aura 4 et lui, il en aura 2. 2 paragraphes, 4 images et 8 petits textes. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, le UL, il sera en flex. Donc, j'ai dit ici qu'il n'y a pas de padding et qu'il y a un espace latent ici. Donc, vraisemblablement, ils ne sont pas centrés avec du justify content, space around, string, tout ça, ils n'ont pas en fait. Donc, les LI auront une dimension et seront séparés par une gouttière qui sera la même. Donc, je vais mettre les LI. Donc, c'est UL contenant LI. Donc, il aura un width qui donc ne fera pas 33%, mais disons 30%. Et on aura un gap léger qui permettra de faire cette petite séparation. Donc, je vais faire les règles pour ces UL. Donc là, on voit qu'il y a des espacements, mais comme c'est des P, ils auront un margin par défaut. On n'aura pas besoin d'en rajouter. Donc pour ces images, on aura UL comprenant LI, comprenant UL, comprenant L, et cela, il sera donc en flex avec un gap léger aussi. Donc ça, je définis ça pour les images, mais ça peut se confondre avec le dernier bloc. Donc je vais mettre une indication image et là, je vais mettre texte. Donc UL comprenant LI comprenant UL. Donc, ils auront un secondary text. Et ils auront des puces différentes qui seront, je pense, dans la charte. Ouais, c'est là. Donc, il aura un liste type image. Donc, chacun des LI de
de ce dernier groupe-là fera 50% de largeur, sera aligné à gauche par défaut, donc il n'y a pas besoin de le dire, et il y aura des gaps, et il y aura un petit padding ou margin bottom. Donc, je vais définir le italique à l'intérieur, width à 50%, et margin bottom à ZPX, on verra ça un peu plus tard. Et voilà, je crois que j'ai tous mes éléments. Donc, bon, d'habitude, je mets des couleurs, mais là, comme il a mélangé toutes les couleurs, moi, je mets les blocs principaux tous dans la même couleur et l'architecture, l'imbrication, le degré d'imbrication de leurs éléments respectant tous le même code couleur. Mais il n'a pas fait ça et bon, je vais m'en sortir avec ça comme ça. Donc, pour la spécification technique, il n'y a pas d'autres éléments, donc je n'ai rien à mettre ici. Donc, j'ai fini de faire la maquette améliorée. Donc, je vais l'exporter. Donc, il y a un bouton ici qui permet d'exporter le bloc qui est sélectionné ici. Il y a juste à cliquer pour le télécharger, c'est vraiment super pratique. Et je vais le mettre dans mon espace de travail. Donc, je vais dans Maquette, Mockup, et je le renomme en Maquette améliorée. Très bien. Donc, je veux bien le renommer. Maquette TP. Donc, c'est P2, maquette TP. Voilà. Donc, je peux fermer ça. Si j'en ai besoin, je pourrais le rouvrir, c'est sauvegarder en ligne. C'est ça qui est pratique avec ces outils. Et je peux commencer à côté. Donc, je mets mon écran bien agencé pour pas que ça me gêne. Je peux naviguer comme ça, c'est super pratique. Et maintenant, je dois implémenter ma charte graphique dans mon document HTML, puis dans mon document CSS. Intégrer une spécification technique au sein de sa codebase diffère selon les projets, mais le tronc commun avec tous les projets web sont le HTML et le CSS. En HTML, il s'agit d'importer des ressources, d'écrire des commentaires ou de créer des métadonnées au sein de la balise head ou à l'intérieur des balises. Et dans le CSS, il s'agit d'importer des données, de créer aussi des commentaires, mais aussi de créer des règles de style à l'aide de balises, de classes ou d'identifiants. D'autres technologies peuvent intégrer au sein du projet, comme le JavaScript, le PHP, le Java, les bases de données ou une API par exemple, et chacun devra utiliser un fichier bien particulier dans lequel on devra faire des actions bien particulières en fonction de cette technologie. Dans notre document HTML, on va apporter les ressources soit à l'intérieur de notre balise head en utilisant des balises spécifiques et leurs attributs, soit en préparant les liens vers ces ressources dans des commentaires à divers endroits de notre document HTML. On définira aussi des métadonnées à l'aide de balises méta et de leurs attributs ou en définissant des attributs dans d'autres balises du document HTML, comme la balise langue ici qui a été définie en anglais par Emmet, mais qu'on va mettre en français. Donc, les métadonnées permettent de donner du sens à notre document, comme de dire le type de police qui sera utilisé par le document ou les navigateurs qui seront compatibles avec notre page web ou la manière dont le navigateur devra afficher la page web. D'autres métadonnées comme les titres ou la description de la page devront être implémentées afin de donner de la cohérence à notre document. Alors, concernant les métadonnées, je n'ai absolument rien à rajouter à ce document à part la modification en français que j'ai mis ici, car la spécification technique ne donne aucun impératif à ce sujet. Donc, la seule chose que j'aurai à faire dans ce projet sera l'importation des ressources du projet. Et ici non plus, je n'ai aucune ressource à importer au sein de la balise head. Les seules ressources que j'ai importées sont les images. Alors, parmi toutes les images présentes dans les ressources, je vais devoir définir celles qui seront utilisées dans le document HTML et celles qui seront définies dans le document CSS, afin de les intégrer dans les commentaires de mon document HTML. Pour ce faire, je vais définir de visu celles qui seront donc à intégrer dans les commentaires de mon document HTML. En partant du haut vers le bas, je vois ici que j'ai le logo, donc qui est en lien direct avec mon site web et donc aussi ma page. J'ai rien d'autre dans le header. Dans le nav, j'ai l'image de San Francisco qui est en lien direct avec la page. Ici, je vois que j'ai un icône qui pourrait être utilisé en tant qu'Unicode, mais je sais que dans les ressources, il y a cette image. Donc, je l'utiliserai plutôt en CSS. Cette image sera aussi en CSS, elle n'a aucun lien direct avec la page. L'image de Zozor sera dans le document HTML, car c'est quand même l'auteur, donc il y a du sens. Les images des icônes de réseaux sociaux ne seront pas utilisées dans le HTML, mais dans le CSS. Et ce bouton icône là qui a un effet purement esthétique sera plutôt dans le CSS
Et ces images, qui sont donc les photos de voyage, j'imagine, ou d'autres articles de ce blog, ont un lien direct avec le site web. Donc voilà, je sais quelles images je vais utiliser au sein de mon document HTML. 1, 2 et les 4 ici, ça en fait 6. Donc je définis des commentaires dans lesquels je vais mettre les liens vers ces ressources. Donc ici, j'ai l'image du logo Zozor. Donc je pars du document HTML, je vais dans les assets, dans les images, et je trouve cette image. Et je fais pareil pour les autres blocs. Donc l'image de San Francisco pour le nav, l'image de Zozor pour l'auteur du site. Comme ça, quand je générerai mon code HTML, je les aurai vraiment à disposition et ce sera vraiment agréable de les avoir là. Donc je sauvegarde mon document HTML et je passe au CSS. Pour l'intégration de la charte graphique dans le CSS, j'ai 3 grosses étapes: l'importation des ressources, l'intégration de la charte graphique et la définition de règles pour certains éléments bien particuliers. On appelle en CSS un reset. Il existe même une norme de fichiers largement utilisée par l'ensemble des développeurs web aujourd'hui. Concernant les imports de mon dossier, la seule chose que je dois importer, ce sont les polices de caractère. Donc, elles sont énoncées dans la spécification technique, c'est-à-dire l'énoncé du TP. Donc, je les colle et je fais attention au schéma qui est présenté. Ici, c'est dans un dossier police, mais mon fichier est dans un dossier CSS. Il faut donc que je sors de ce dossier pour aller dans le dossier police. Donc, il faudrait que je rajoute à chacune de mes ressources un 2 points comme ça avec un slash avant de sortir du dossier CSS et rentrer dans le bon dossier, ce qui donnera ceci. On remarque aussi que dans la spécification technique, il est dit qu'il y a 3 polices de caractère. Trébucher n'est pas mentionné dans les ressources du projet, donc je dois aller le chercher moi-même sur Internet. Si je fais une petite recherche Google, je tombe vite fait dessus. Cut font et je le télécharge sur ce site, ce qui me donne ceci. Voici pour les ressources importées. Maintenant, je vais intégrer la charte graphique. Et pour cela, je vais ouvrir ma maquette améliorée, copier ce qu'il y a dedans pour le mettre dans mon CSS. Donc, j'ai les couleurs, les polices et les dimensions. Donc, je peux effacer ça et mettre une pseudo-classe root qui représente le document HTML et qui a la particularité d'avoir une spécificité d'ordre 1 de l'ordre des classes. C'est une bonne pratique d'utiliser cette pseudo-classe pour définir des noms de variables et des règles par défaut. Donc, je vais mettre les couleurs en premier. Donc voilà, c'est les 3 couleurs qu'on avait définies pour le texte et maintenant les couleurs de background pour le main, article et le side. Donc voilà les 2 couleurs. Ensuite, je vais mettre les dimensions. Donc je définis un font size qui ne change rien du tout parce que le font size par défaut est toujours de 1 EM égale 16 px et j'ai les différentes dimensions que j'avais définies dans ma maquette améliorée. Et donc enfin, je vais définir mes polices au sein de variables aussi. Donc je donne du nom du sens à mes variables pour que je puisse confortablement développer le style par la suite. Alors la prochaine étape de l'intégration de la spécification technique dans mon fichier de style CSS, c'est la redéfinition d'un comportement par défaut, quel qu'en soit le navigateur web, Chrome, Safari, Opera, Mozilla, peu importe. Donc j'ai un espace dédié pour cela juste après ces commentaires. Et voici les quelques balises que je décide de redéfinir par défaut. Les balises de liste et les balises d'encre. Pourquoi Pourquoi? Parce que les balises de liste sont souvent des paddings et des margins qui peuvent gêner lors du développement d'un style. On annule quasiment systématiquement la règle de text decoration pour la mettre à none et on ne garde quasiment jamais la couleur de bleu par défaut. Une autre balise qui a un comportement par défaut, c'est le body, dont on supprime souvent les marges intérieures et extérieures. Dans notre maquette, on voit qu'on a des marges sur les côtés et donc je vais devoir les redéfinir. Comme ceci, en les annulant simplement. Mais aussi, je vais vouloir m'assurer de la couleur par défaut du contenu textuel et de la police de caractère ordinaire. En plus de ça, dans la maquette, on voit qu'on a un fond jaune que je vais devoir appliquer aussi. Enfin, pour pouvoir ajouter la marge intérieure dont je parlais tout à l'heure, je vais devoir ajouter une règle à tous les enfants du body. Pourquoi à tous les enfants? Parce que notre maquette a une particularité, c'est qu'elle a un séparateur qui va jusqu'au bord, mais le padding est quand même présent sur tout le reste des éléments. Donc il ne faut pas que le body ait un padding, dans lequel cas le séparateur s'arrêterait au même niveau que tous les autres éléments. Donc que chaque élément ait sa propre marge intérieure, son propre padding. Et concrètement, dans le code, cela se manifeste par l'ajout de cette règle. J'utilise la balise body, l'opérateur d'enfant direct et la balise universelle qui correspond à toutes les balises, étoile. Et verticalement, je définis un padding nul et horizontalement un padding de 50 px. Après, je vais définir les textes qui ont un comportement différent. Donc, on a le texte Zozor, le slogan carnet de voyage, les titres et les éléments de menu qui sont présents sur tous les blocs de la page et qui tous font référence à une balise H. H1 pour le titre Zozor, H2 pour le slogan et les autres titres, et les balises A qui sont dans le menu du header. Et dans les faits, cela se concrétise par la définition de ces 3 règles pour les H1, H2, H3 et aussi pour les éléments du menu. Donc j'aurai H1 pour le titre Zozor, H2 pour le titre du slogan et H3 pour les autres titres. Donc cela se manifeste par la création de ces 4 règles. H1 c'est pour le titre Zozor, H2 c'est pour le slogan carnet de voyage, H3, H4 et les éléments de menu, ben, c'est pour ces éléments-là.
Et j'aurai une dernière règle pour H4 spécifiquement qui est un peu plus petit et qui a une taille particulière. Donc je définis une font famille pour chacun d'eux, une font size sans marge et avec un bold assez léger. Alors, je me rappelle que j'ai plusieurs couleurs de texte. Alors, donc, je vais essayer de le définir correctement. Donc, on a une couleur primaire pour le texte principal, une couleur secondaire pour les textes en rouge bordeaux. Donc, il n'y en a que deux pour le hover sur les éléments du menu et pour le footer avec cette liste. Et le texte ternaire qui est spécial à le site dans le main. Donc, j'ai cette règle qui définit la couleur rouge bordeaux donc pour les liens du menu lorsqu'ils sont survolés ou lorsqu'ils sont actifs, c'est-à-dire que correspondant à la page actuelle, pour les liens du contenu principal et pour le texte qui est dans le footer. Ensuite, j'ai les séparateurs dont je parlais tout à l'heure qui sont autant présents sur le header que sur le footer. Donc dans le code, cela se manifeste par ça. Je définis un border bottom et top pour le header et le footer à solide et transparent afin qu'on puisse mettre une image par-dessus qui correspondra donc à l'image qui est dans les ressources pour ces séparateurs. Et voilà donc la règle de border image avec l'image du séparateur en question. Ensuite, dans les particularités de la maquette, j'ai parlé de ce bouton dont le background gradient que l'on voit ici est en fait une image qui est dans les ressources et il y a ce petit icône qui est aussi une image. Dans le titre du main, on a aussi une petite image. Donc ces trois images, on va les intégrer dans nos éléments du reset. Donc les voilà, il s'agira bien du bouton qui est ici. Je donne un nom de balise bouton associé à un identifiant. Cette règle concerne le background avec le dégradé et cette règle concerne la petite flèche que l'on constate ici. Ensuite, pour l'icône que l'on voit dans le titre, c'est la balise H3 qui sera dans le main article et qui aura donc un identifiant titre épingle. J'utilise des pseudo-éléments after dont on est obligé de mettre la propriété content avec une valeur de chaîne de caractères, même vide, et j'utilise des dimensions qui correspondent aux images en question. Si je vais dans les images, j'ai cette flèche avec les dimensions à 7 et 11 px et j'ai l'épingle avec les dimensions de 43 et 47 px que j'ai représenté ici et là. J'ai aussi un background qui a l'air un peu différent du body pour le corps de la page, ainsi que pour le side où j'ai un background particulier et une couleur un peu plus claire. Ensuite, dans la maquette, on voit qu'on a une petite flèche ici qu'il ne faudra pas oublier, qui correspond donc à le side ici. Et ça correspondra à ça. On aurait encore un pseudo-élément after dans lequel on est obligé de mettre la propriété content avec une chaîne de caractères, quelle qu'en soit la valeur, et des dimensions qui correspondent parfaitement à l'image en question. Enfin, toujours dans le site, j'ai ces icônes dont les images n'ont pas de lien direct avec le contenu de la page, même si c'est des réseaux sociaux. La page ne parle pas de réseaux sociaux et des voyages de Zozor. Et du coup, je les définirai en tant que balises auxquelles j'associerai une classe en fonction du réseau social et je chargerai l'image dans chacune de ces classes. Enfin, pour le pied de page, on a ce petit design avec une espèce de flèche et on a une ombre aussi que l'on ne voit pas ici, mais qui est en dessous du séparateur qu'il faudra aussi intégrer dans le rendu de la page, donc dans le style CSS. Enfin, la taille de caractère des éléments du footer est un peu plus petit, et donc je définis un règle CSS dans le footer correspondant à cette taille. Donc voilà, j'utilise encore des pseudo-éléments sur le footer pour faire ce petit bouton et l'ombre. Donc je définis un before et un after qui auront chacun l'ombre et l'icône. Donc le after apparaît au-dessus du footer, comme ça on n'aura pas l'ombre au-dessus du bouton, mais le bouton au-dessus de l'ombre. Et cette règle permet de faire les petites icônes qu'on voit dans les puces de la liste à puces du dernier UL du footer. Donc, je crois que j'ai fait le tour sur toute la charte graphique que je devais intégrer pour commencer mon projet. Mais une dernière chose à faire est de mettre les noms de classes et d'identifiants que j'ai définis donc dans la charte graphique dans les différentes parties de mon bloc HTML. Dans les différentes parties de mes blocs HTML. Donc, dans le header, je n'ai pas défini de classe particulière, mais dans le nav, j'ai défini une classe gradient que je vais coller dans le nav pour ne pas l'oublier quand je commence à intégrer. J'ai aussi un identifiant titre épingle dans le main. Donc ces classes des réseaux sociaux, je ne pense pas pouvoir les oublier. Mais par contre, j'ai un identifiant dans le footer pour les UL que je pourrais peut-être oublier si je ne prends pas de notes. Donc maintenant que je vais commencer à coder le site bloc par bloc, la première chose à faire, c'est de coder le HTML et ensuite de le styliser et en passant de bloc à bloc comme ça. Alors, je commence par le header et je regarde ma maquette. Donc, je dis que j'ai un header qui a un H-group avec une image et les deux titres, un menu avec les LI et les A. Donc, j'utilise des expressions emmet pour faire ça. Donc, j'ai un header qui contient un H-group, qui contient une image, qui a un frère, un H1
qui contient le texte Zozor, plus un H2 qui contient le texte carnet de voyage. À côté, j'ai un menu, donc, plus un menu qui contient des LI, qui contient des A. Et il y a 4 menus LI. Et le A, il contient le texte en premier accueil. Donc j'étends mon expression. Je récupère mon image ici. Donc, logo blog Zozor en texte alternatif. Et dans les liens, les encres A, je mets un dièse. Je remplace le texte par le bon texte. Donc, on a un blog, un CV et un contact. Passer au CSS. Donc, je mappe mon HTML en CSS. Je mapper mon HTML en CSS, ça veut dire ça. Je fais la représentation fidèle et exacte des balises qui sont présentes dans le HTML au sein de mon document, de mon fichier de style CSS. Donc, j'ai toutes ces balises. Ici, j'ai un menu qui contient des LI qui contient des balises A. Donc, après, j'ouvre toutes mes accolades pour voir côté le style. Le H-group, il est un peu complexe. Je vais commencer par le menu qui est assez simple. Donc, il est en flex, comme je l'ai dit. J'ai utilisé un Justify Content Space Event Me, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je vais plutôt mettre des gaps à 20 px pour avoir cette séparation et je vais regarder le résultat. Donc, j'ai enlevé les styles types à none. Par contre, le header, je dois le mettre en flex avec Justify Content as Space Between et un Line Item as Center. Ça correspond à ce que je veux. Je peux passer au H-group. Donc, vous allez pour comprendre pourquoi je mappe mon HTML en CSS, parce que si je dois coder dans la console du navigateur, j'aurai toutes les règles que j'ai créées par mon mappage. Donc, je vais mettre ma maquette à droite, comme ça je pourrai la voir. Et mon navigateur, je le réduis un peu pour pouvoir tout voir. Le H-group sera en flex et il faudra que le texte ici prenne toute la longueur, 100% pour qu'il puisse tomber. Mais pour qu'il puisse tomber, il faut que je lui mette un flex WAP à WAP. Sinon, il ne peut pas tomber à WAP. Et le H1, il faut qu'il soit aligné vers le bas. Donc, self-align, je crois. Ouais, line self à 1. Et je dois mettre donc le H-group en Justify Content Space Between. Donc, c'est normal que ça prenne cette taille parce que c'est les 3 éléments qui font cette taille par défaut. Donc, même si lui, le H2, il tombe, il garde quand même la même taille, le H-group, à la fin. Donc, il faut que je lui donne une taille qui respecte la maquette. Donc, il faut que le H1 et le H2 finissent ensemble. Donc, je vais augmenter le texte jusqu'à que le H2 reprenne ouais, comme ça, à la limite. Donc, je vais mettre 65. Ça ne se voit pas trop. Et on voit ici que c'est un peu plus collé et que là, c'est un peu plus décollé. Donc, j'imagine que l'image, il aura un margin bottom à 10 px, on va dire. Ouais. Le H-group, il aura une taille un peu plus petite, 30 px. Allez, 25 px. Et il y a un problème avec sa taille. Le H1, 32 px, ça ne suffit pas. Donc, je vais modifier ça pour 42 px, voir. Et je vais augmenter un peu sa taille du coup. Donc, à 30 px. Donc, je peux recopier les règles maintenant. Donc, clic droit, copier la règle pour le H-group. Pour l'image, je copie la règle aussi. Le H1, le H2. Je crois que j'ai tous mes éléments. Donc, j'ai redéfini la taille pour le H1 et c'était dans cette règle. Donc, du coup, je dois modifier la taille par défaut.
et je vérifie dans la maquette. Donc on voit qu'on a un peu d'espace en haut et en bas, donc on va mettre du padding au header aussi. Sinon les dimensions m'ont l'air bonnes. Padding, donc en vertical je vais mettre 20 px et je vais conserver le padding par défaut sur l'horizontale. Très bien, je vais vérifier avec ma maquette. Ma foi, ça correspond plutôt bien. Il manque juste un underline ici. Donc ce serait du text decoration sur les balises A et ce serait au over. Donc je vais copier ça au over. Je veux un text decoration à underline. Voilà. Donc je vais passer au nav. Donc je reprends ma maquette, je la mets à gauche et je regarde ce qui est écrit pour le nav. Donc on a un nav qui contient un div, un span plus un bouton. Donc j'ai dit au final que l'image de San Francisco, elle était utile par rapport au contenu, sauf que là, je n'ai pas représenté l'image. Donc il y aura à côté du div mon image en fait. Donc le nav, il comprend une image plus un div qui comprend un span, plus un button qui lui comprend un span. Et c'est tout. En fait, j'ai pas d'image ici puisque ça va être dans le CSS. Donc le bouton il dit voir l'article et le span qui est dans le div il dit retour sur mes vacances aux États-Unis. J'ai une bonne mémoire, je crois que c'est ça, ouais. Donc je peux étendre mon expression. Je ne l'ai pas mis au bon endroit, donc je repars dans le nav. Je récupère mon image que je mets là en texte alternatif. Voyage de Zozor à San Francisco. Malheureusement, je ne me rappelle pas du nom de ce pont-là. Ça aurait été bon pour le référencement, mais tant pis. Donc j'intente mon code, parce que Emmet ne l'a pas fait. Et c'est bon pour l'HTML. Je peux passer au CSS. Donc je vais voir le résultat directement. Alors, j'ai besoin que mon image ne déborde pas et qu'elle fasse le contenu de son parent, moins les paddings. Donc, je vais d'abord mapper mon HTML en CSS. Donc, j'ai un nav qui contient une image, qui contient entre autres aussi un div qui contient un span. Ce span a un frère qui a un bouton et qui contient, lui, un span aussi. J'ouvre mes accolades, CTRL-D, CTRL-D, j'ouvre tout ça. Donc dans la maquette, j'aimerais que ce bloc se mette tout en bas du nav. Donc pour ça, j'ai besoin que le nav soit en position relative. Comme ça, je pourrais mettre mon div en position absolue. Le div il sera en display flex parce que je ne vais pas me fatiguer à positionner mes éléments. Je vais juste utiliser flex pour mettre du text between ici et align center. Alors, justify content space between et align item center. Très bien. J'ai besoin aussi d'un background avec un RGBA en noir avec un alpha à 0,5. Donc l'alpha, c'est l'opacité. Et il faut aussi que le texte soit en blanc. Donc je peux observer le résultat maintenant, voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai oublié de positionner le div ici, donc il est en absolute, mais il doit aller tout en bas de son parent et tout à gauche. Il doit faire une taille de calculer. On utilise une fonction CSS, calc, qui permet de calculer des dimensions facilement. Donc on a 50 px de padding à gauche et à droite. Et je vois que je me suis trompé, donc c'est pas left 0, mais c'est left 50 px plutôt. Et l'image, par contre, il faut qu'elle soit en object fit, sinon ça ne va pas le faire. Donc c'est cover, il me semble. Non, c'est contain. Donc ça règle presque le problème, sauf que je crois que
les images ne sont pas en bloc par défaut. Ouais, et c'est ça qui fait souvent bugger. Et ici, j'aurais besoin d'un padding, donc je vais en mettre 10 px en vertical et 5 px en horizontal. Donc je vois que j'ai un problème de décalage. Ça, c'est une propriété qu'on doit mettre sur tous les éléments. Donc j'ai oublié de mettre certaines initialisations par défaut. Donc je vais mettre du object-fit à contain et je vais mettre sur tous les éléments du box sizing à border box. Donc ça permet de faire en sorte que les paddings ne débordent pas. Donc j'ai perdu mes règles que j'ai mis ici pour display block. Et pour le padding sur le nav, donc padding à 10 px et 5 px. Donc il ne me reste plus que le bouton. Donc malgré l'avoir mis ici, j'ai oublié que j'avais besoin d'un identifiant pour le bouton. Tac. Donc il a bien ça. Il faut juste que je lui mette un color white, un border radius à je sais pas 5 px et un border none. Ouais, c'est pas mal comme ça. J'ai pas envie de passer de page en page à chaque fois. Et donc, je dois juste rajouter la petite flèche. Donc, si je vais inspecter mon élément, pourquoi elle ne sort pas? Je pense que les pseudo-éléments ne sont pas du type bloc par défaut. Ouais. Et je dois mettre un display flex ici pour qu'il s'aligne, un align item à center et des gaps à 5 px. Voilà. Je peux récupérer ça, le mettre donc du coup dans mon bouton et rajouter ça à mon after que j'ai mis dans les éléments de la charte graphique ici. Très bien. Donc je pense que ça correspond bien. Je regarde la maquette pour vérifier. Il faut juste un écart ici. Donc je vais mettre du margin top à mon nav. Margin top à allez, 20 px ici. Donc voilà, ça se comporte bien. J'ai besoin aussi de border radius pour le nav, je pense. Border radius à 5 px. Et j'ai besoin de faire un overflow hidden. Sinon, ça ne va pas marcher. Les autres éléments. Donc ça ne passe pas, je pense, à cause de l'image et ni en bas. Donc en fait, je ne vais pas le mettre là. Donc l'image, c'est sûr qu'elle en a besoin. Et le div, il faut que ce soit juste en bas. Donc ça commence en haut à gauche et ça finit en bas à gauche. Donc 0, 0, 5 px et 5 px. Donc voilà, on a bien les bordures que je voulais. Je peux passer au main. Alors c'est parti pour le main. Donc je sors ma maquette et je regarde ce que j'ai écrit. Donc j'ai un mail qui contient un article et un side, il y a ces balises. Et bon, je vais faire juste les balises et après je regarde le CSS. Donc j'ai un main qui contient un article, qui contient un H3, qui contient une image, mais en fait c'est en CSS que je vais mettre cette image, donc non, il n'y a pas d'image. Et du coup, je le mets dans un span, le contenu. Le contenu, donc je suis un grand voyageur. Ok, et à côté donc de notre H3, on a des paragraphes. On a 3 paragraphes qui contiennent donc du lorem. Je vais en mettre 3 pour chacun, on va dire. Et il y en a un où il y aura une balise A, mais pour l'instant, je ne la mets pas. Très bien. Et à côté de notre article, on aura donc un e-site qui contient un H3. Le texte de ce H3, c'est à propos de l'auteur. Donc, à propos de l'auteur. Et le reste, j'ai une image plus 2 paragraphes
plus un div qui contient, donc là j'ai mis des images, mais j'ai dit dans la charte graphique de mon fichier CSS que ce sont en fait des balises encre contenant une classe relative au social network. Donc j'ai 5 réseaux sociaux et j'étends ça. Très bien, donc je vais étendre mes lorem. Ok. Donc à propos ici, je dois intégrer l'image, elle n'est pas là. Ah, il y a un bloc site que au final je n'ai pas utilisé. Et le texte alternatif, c'est auteur Zozor. Dans le paragraphe, apparemment il y a une erreur, donc il y en a 2. Et dans les 2, j'ai du lorem. Et après, donc, j'ai le div avec les balises A. Donc, je fais un CTRL-D pour tous les récupérer et les indenter tous en même temps, parce qu'Emmet ne le fait pas encore, je ne sais pas pourquoi. Et dans le href de tous ces éléments, je mets un petit dièse. Donc, on a Facebook, on a Twitter, on a Vimeo, on a Flurk et on a RSS. Donc, je crois que c'est bon pour le HTML. Je regarde juste ce que j'ai. Très bien, très bien, très bien. Donc, je peux y aller pour le CSS. Je map mon HTML en CSS. Donc, j'ai un main qui contient donc un article. Attends, je vais sortir la maquette. Qui contient donc un H3 et lui contient un span. Sinon, mon article contient aussi des paragraphes et qui peuvent contenir une balise A. Donc, je vais mettre le lien dans le premier paragraphe ici. Et le rediriger vers rien du tout. OK. Après, donc, à côté des articles, j'ai donc un aside qui peut contenir un H, qui peut contenir un H3 qui aussi a une image. On a aussi des paragraphes et on a un div qui contient des encres. Donc, j'ouvre toutes ces accolades, CTRL-D, CTRL-D. Et je regarde ce que j'écris dans ma maquette, améliorer. Donc, je dis que les éléments sont en flex pour l'article. Mais je vais d'abord faire le site parce qu'il est plus simple en fait. Et pour la mise en page, là, je vois qu'ils n'ont pas la même hauteur. Quand on met en flex, tous les éléments prennent la même hauteur. Enfin, si on définit le flex en row, tous les éléments ont la même hauteur. Si c'est en colonne, tous les éléments ont la même largeur. Et là, ils n'ont pas la même hauteur. Donc, je ne vais pas définir en fait le main en flex. Je vais juste définir la taille des éléments en pourcentage et lui le mettre en absolu pour le positionner à ce niveau-là. Donc il faut que le main soit en position relative par contre pour que je puisse mettre mon aside en position absolue. Donc on a le article qui va faire une certaine taille. Donc là j'ai pas mon article, je sais pas si c'est pas ça. Donc j'aurai un width qui va faire disons 60%. Pour le article et pour le aside, on va dire 35%. Donc le aside, lui, il va se mettre tout en haut, tout à droite, mais pas vraiment tout à droite, 50 px, parce qu'il y a une marge ici pour chacun des éléments. Il va avoir un background avec un var qui me donne le aside background et un color avec une var qui me donne ternary text, il me semble. Après, j'aurai une image, donc l'image, je la définis en display block et je lui dis un margin auto, donc 0 en haut et auto sur les côtés pour le centrer. Et je vois que j'ai du padding sur les côtés et peut-être un peu en haut aussi. Ça, c'est sur le aside. Je vais le mettre ici. Padding, donc je vais dire 20 px en haut, 10 px sur les côtés et 10 px en bas aussi. Mais pas beaucoup là. Je peux voir le résultat, ça donne ça. Je vois que j'ai besoin d'un décalage ici et sinon un border radius sur le side
Le article est en text line justify. Pareil pour les paragraphes du site. Donc c'est parti. Je mets une marge au main, margin top, on va toujours garder la taille de 20 px. Je mets un border radius, disons à 10 px. Et je vais dire que tous les paragraphes qui sont dans P auront un text line en justify. Donc je pense que mon e-side il est un peu trop gros. Donc 25 px peut-être ça va le faire. Si je regarde la maquette. Et si je fais du 30%, ça correspond bien. Donc on a un peu plus de marge ici. Et je rectifie la taille du article. Donc 30%. Du coup, lui, il va être en 65%. J'ai des marges à côté des images. Donc là, je vais dire 20 px encore. Là, la marge me paraît un peu petite pour le main. Je dois faire apparaître ce logo. Donc c'est dans le H3. Donc j'aurais dû intégrer une classe pour donc, le H3. Alors, non, c'est un identifiant. Donc j'inspecte dans la console. Comment ça se comporte? On a notre after. Et il faudrait plutôt que ce soit un before. Et que tout ça soit en display flex. Alors display flex et que ce soit un before. OK. Donc je reviens sur les éléments de la charte graphique. Pour le main, donc ça sera un before. Et donc du coup, je vais définir mon H3 dans l'article en displayFlex. Après, j'ai besoin que le span de la H3 soit en line self and et qu'il y ait, on va dire, une gap ici à, je sais pas, 20 px encore. Ouais, je regarde ma maquette. 10 px, on s'en fout. Donc lui, ils sont bien alignés, ça va. Là, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. OK. Donc, il y a ces éléments qui ne sont pas pris en compte. Je vais regarder pourquoi. Je crois qu'ils n'ont pas de taille, en fait. Donc, le side, le div, ouais, ils ont une taille nulle. Donc, les A, ils vont avoir un width et il faut que je regarde la taille de ces éléments. Donc, on a le floor ici. 42 px. Très bien. Ça fait un bout carré de 42 px en width et en height. Et peut-être avec un display block, ça va marcher. Et il faudrait que le div soit en flex et avec une gap, je sais pas, à 10 px. Avec un justify content à center. Donc je vais peut-être mettre 20 px. Voilà. Je regarde ma maquette. Tac, 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 tac. Il manque juste ce petit truc là. Et puis ça m'a l'air bon, hein. Donc je sais pas si j'ai mis une classe pour ça. Je dois aller regarder. Dans un champ graphique. Donc dans le side, l'image est là. Donc c'est un after. Et est-ce que je le vois, le after, il est là. Donc il a ses dimensions et je dois peut-être lui mettre un display block tout simplement. Donc il faudrait qu'il soit en position absolue. Et donc que son parent soit aussi en position relative. Et donc je vais le mettre par rapport à son parent à, je sais pas, 20%. Et je vais le mettre tout à gauche. Et je pense qu'il sera donc à 12 px à gauche, donc c'est moins 12 px. Donc je vais mettre son parent en position relative. Ah, il est en position absolue, donc c'est bon. Ok, donc on a bien notre petit truc avec le bon endroit. Il est un peu plus bas. Je vais le mettre à allez, 40%.
Voilà, là c'est bon. Donc je peux passer au footer. Alors comme d'habitude, je code le HTML d'abord et ensuite le CSS. Donc je mets ma maquette sur le côté gauche pour voir un œil sur les annotations que j'ai mis dessus pendant que je crée le HTML et c'est parti. Donc j'ai dit que j'ai un footer qui contient un UL qui contient d'autres UL. Je ne sais pas ce que j'avais en tête quand je disais ça, mais je pense plutôt que je vais mettre des sections ici en fait. Et à l'intérieur, il y aura des LI. Et ouais, là, il y a des marges ici. Donc je vais peut-être mettre plus des paragraphes ici. Et eux, ils vont avoir des LI. Donc ouais, c'est pas mauvais de changer sa maquette en cours de route. On n'est pas bien immergé quand on crée la maquette, mais ça n'empêche que c'est utile. Donc j'ai un footer qui contient donc des sections. Donc la première section, elle va s'appeler tweets. Donc ça va être footer tweets. C'est une classe et elle contient donc un H4 qui contient le titre, mon dernier tweet, et plus 2P, dont le premier contient I en super. Après, j'ai une autre section, donc, je mets en parenthèse, section qui contient un H4, comme d'habitude, avec le texte mes photos. Donc lui, je vais le mettre en classe footer photo. Et il aura en frère un UL, le H4, qui contient donc des LI et qui contient des images. Donc, je vais mettre l'attribut SRC et l'attribut aussi ALT. Parce que dans l'attribut ALT, donc là, ça va être les autres posts, j'imagine, les photos des posts. Donc je mets un dollar pour dire que à chaque itération de LI, le dollar va être remplacé par le numéro de l'incrémentation. Donc là, j'ai les URL des photos et comme elles sont bien notées, je vais pouvoir aussi remplacer le numéro par un dollar et ça va me faciliter la vie pour la génération des photos. Donc ouais, je pense que c'est bon pour cette section aussi. Donc je sélectionne tout, je l'entoure de parenthèses et je crée donc le dernier section qui est un frère de ce section qui contient donc un H4 avec le titre Mes amis. Il a plus un UL de, si je me rappelle bien, identifiant Bordeaux, qui contient donc des LI avec le texte à l'intérieur, Pupi le lapin. Si vous demandez où je le lis, c'est écrit là. Et là, il en a 8, 8, ouais, 8. Et si j'étends mon expression maintenant, où je vérifie que tout est bon, je change le texte ici. Donc, il est écrit le 12 mai à 21h12. Et bon, ça, j'ai pas besoin de changer. Je sauvegarde, je regarde le résultat. Ok, donc les listes à puces, j'ai toujours pas mis de règles pour tous les enlever, parce que c'est des règles qu'on veut jamais garder. Donc, liste style type panel. Et est-ce que j'utilise ailleurs? Non. Donc je vais supprimer l'endroit où je l'ai déjà utilisé. Donc là, j'ai déjà mes règles parce que j'avais mis une règle pour Bordeaux, il me semble. C'est plus en haut. Et donc maintenant, je dois mapper mon HTML en CSS. Donc j'ai un footer. J'ouvre les trucs. Je mets du display flex pour le footer. Pour les sections, comme ils ne vont pas passer à la ligne, je peux mettre un width à 100% pour m'assurer qu'ils vont prendre l'entièreté de l'espace libre. Je peux définir les UL de ces deux blocs en display flex aussi et rajouter une gouttière, disons à 10 px. Par contre, dans le bloc mes amis, enfin Bordeaux, alors il s'appelle comment? Bordeaux plutôt. Donc je crée une nouvelle règle pour Bordeaux, UL Bordeaux. Lui, par contre, je veux qu'il ait un flex WAP à WAP. Donc, je regarde la taille de ce UL, enfin les dimensions de ce UL, et
Donc, j'aimerais bien qu'ils prennent 50% de la taille disponible pour être sûr que ça se comporte bien. Width à 50%. Là, ils sont un peu trop collés, donc je les veux sur le bord de leurs parents. Donc, ouais, je vais mettre du Justify Content a Space Between. Pour obtenir ça, ouais, c'est bon. Là, je vois que j'ai, normalement, les balises H ont un margin par défaut. Donc là, je vois que j'ai une règle ici qui me les a enlevées à la ligne 84. OK. Donc, en fait, je voudrais pas que les H4, donc ceux qui sont dans mon footer, aient un margin nul, mais tous les autres H, je voudrais bien. Donc, je vais plutôt faire, en fait, une règle commune au H, H1, H2 et H3, qui me dira margin nul. Voilà, comme ça, j'ai mon margin pour cela. Je regarde la maquette. Ouais, ça correspond. Très bien. Je crois que la dernière chose qui me manque pour ces trucs-là, c'est une bordure aux images. Une petite bordure. Ouais. Donc, je vais mettre une règle assez générale pour toutes les images qui sont dans le footer, comme il n'y en a que dans un seul endroit. Je mets une bordure à 1 px et solide. Voilà. Donc maintenant, dans la maquette, je dois faire ce petit truc-là. Donc, il me semblait que j'avais déjà mis ça dans la charte graphique pour le footer des before et des after. Donc, où est-ce qu'ils sont? Alors, ok, il y a le before. Ah, j'ai pas mis de dimension, effectivement. Comme ce sont des images, ben, ok. Et comme le parent est en flex aussi, du coup, ils se mettent dans l'agencement des enfants. Il faudrait qu'ils soient tous en position absolue déjà. Donc, E2, je les mets en position absolue. Et je dois leur mettre des dimensions. Donc, width et height. Et je cherchais cette dimension. Donc, on a cette icône. C'est 54-30. Et l'autre icône, c'est 14 en hauteur. 54-30 et 14 en hauteur. Donc, le before, c'est lequel? C'est ombre. Donc, 14 en hauteur pour l'ombre. Et on voudra qu'ils prennent toute la taille de l'écran. Et 54-31, j'ai dit. PX pour le after. 30. Non, c'est pas ce que je voulais. Donc déjà, j'ai mis pourcentage CPX et il faut mettre des positionnements à cela. Donc, ils sont tous au top. Et le petit bouton, je vais utiliser la fonction CSS Calc. Donc, ils sont à 50%. Il est à 50%, moins 54 divisé par 2, ça fait 27 PX. Ça, il va se retrouver pile au centre. Et pour mon before, il doit être tout à gauche. Non. Ah, c'est parce que le parent n'est pas en position relative. Donc, il me suffit de mettre position relative. Et je pense que c'est bon. Ouais, très bien. Donc, je vérifie dans la maquette. Donc, j'ai quand même une petite bordure en bas, mais sinon, là, ça correspond bien. Et je vais mettre un padding bottom à 10 px, 20 px. Et je vérifie que ça correspond bien. Ma foi, ça a l'air d'être bien. Donc, il y a juste ce texte qui diffère, mais je m'en fous un peu en fait. Donc voilà, je pense que toute la maquette est bien codée. Ah,
Apparemment, il y a un problème. Ouais, c'est parce que lui, il est en position absolue. Et du coup, quand ce texte devient trop large, et donc que la taille de l'article donc réduit, parce qu'il y a moins de lignes, donc du coup, lui, il devient plus grand que le size devient plus grand que l'article. Donc je pense que pour résoudre ça, il faut mettre une taille minimum à l'article, sinon, pour avoir... Parce que si on met le parent en flex, les deux auront la même... Le side et le article auront la même hauteur et on n'aurait pas cet écart de taille. Et on ne peut pas définir une taille fixe à cet élément parce que le texte peut changer d'article en article. Et donc, on ne va pas mettre de taille fixe. Ça pourrait être une solution de mettre une taille fixe, une hauteur fixe à celui-là, mais ce n'est pas gérable. Donc, je pense que la meilleure manière de faire, c'est de mettre un min 8 à l'article. On va essayer en direct comme ça. Min 8, je sais pas, il fait combien pour l'instant? 390. Et le E-side, il fait 441. Donc, il faudrait qu'il soit plus grand que le E-side. Donc, on va dire min 8 à 450 px. Donc, du coup, il ne va jamais dépasser. Et c'est résolu. Très bien, très bien, très bien. Donc, il me semble que c'est bon, hein. Là, c'est peut-être un peu gros. Et puis, le titre, comme ça, il n'est pas très joli. Donc, au final, je vais centrer le titre de l'article. Et il faut que je mette la solution du min 8 dans mon code. Donc c'est pour l'article, il a min 8 à 450 px. Après, tu l'as center à le H du site. Donc je vérifie sur toutes les tailles. Là, c'est pas très joli, hein. Ah, et là, ça bug. Donc je regarde la taille du site encore. Il a gardé, donc je vais mettre un min 8 à 500 px pour être sûr. Donc 500. Voilà, je pense que je vois plus jamais aucun problème. Quoique. Là, il fait combien? Ok, donc je vais mettre 550. Voilà. Très bien. Et ma foi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous encourage à lâcher un petit pouce bleu, à me suivre. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.